Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour cette édition spéciale consacrée à l'invasion russe en Ukraine. On est avec Franz-Olivier Gisberg, Vincent Herouet, nous sommes avec Frédéric Ancel, auteur de ce livre Les Voix de la puissance chez Odile Jacob, et Joseph Mazescaron qui est écrivain. On va écouter ces témoignages d'habitants de Kiev, d'Ukraine, absolument paniqués dans un désarroi total sur ce qui se passe. Ils n'avaient pas prévu cette invasion russe. Écoutez ce sujet de Clémence Barbier. Le fracas des bombes est incessant et aucune région de l'Ukraine ne semble à l'abri. Daniela habite à Kiev. Elle n'imaginait pas un jour entendre ces explosions dans la capitale ukrainienne. Personnellement, nous et notre famille, on n'a pas cru que c'est possible. Juste ce matin, on a commencé à préparer notre sac. Donc jusqu'à la dernière minute, on était tranquille. J'ai préparé mes valises, j'ai préparé mes enfants, j'ai fait le sac avec le bouffe. Jérémy, lui, n'est pas sûr de pouvoir fuir le pays en voiture. Il a préféré faire des réserves de produits de première nécessité. J'ai rempli ma bassine de salle de bain d'eau. Regardez, j'ai rempli au cas où je resterai sur place parce que l'électricité se coupe. Genia a pris le risque de quitter la France il y a quelques jours pour rejoindre son père à Kharkiv, à l'est du pays, un des épicentres de l'offensive russe. On vit déjà depuis 8 ans cette guerre. On est prêt à défendre. Il y a une mobilisation volontaire pour le moment qui est annoncée par le président. Sur place, les habitants s'organisent comme ils peuvent et tentent de garder leur sang-froid face à la montée des forces russes en Ukraine. Et il y a des manifestations un peu partout en Europe. Il y en a une à Paris ce soir. On va rejoindre Valérie Labonne. Valérie, vous êtes place de la République avec Antoine Durand. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a eu des Français qui se mobilisent ou peut-être des Ukrainiens expatriés? Alors oui, il y a beaucoup de gens ici actuellement, place de la République, plusieurs centaines de personnes, des Français, mais évidemment énormément de gens de la communauté ukrainienne qui habitent en France. On a pu voir également des drapeaux géorgiens ou biélorusses, et évidemment ce qui prédomine, c'est l'inquiétude. On a parlé par exemple avec un homme qui a discuté un petit peu plus tôt dans la journée, un Ukrainien qui habite en France, avec des amis, à qui il a dit au revoir car il se préparait à prendre les armes pour aller combattre les forces russes en Ukraine. On a également rencontré une jeune fille qui nous racontait qu'à 16 ans, elle avait déjà vécu l'invasion du Donbass et qu'actuellement, étudiante à Paris, elle était extrêmement inquiète lorsqu'elle entendait sa mère lui raconter les bombes qui tombent sur Kiev. Et à mesure que les heures passent, leur inquiétude grandit quand ils voient que les forces russes avancent de plus en plus en Ukraine. Merci beaucoup Valérie Labonne sur place avec Antoine Durand. À Moscou, près de 800 personnes ont été arrêtées par la police russe à l'occasion de manifestations contre cette invasion de la Russie en Ukraine. Ça veut dire que la population russe, Vincent Herouet, n'était pas favorable, en tout cas pour celle qui est à Moscou, à cette opération armée menée par Vladimir Poutine. Mais ce ne sera pas du tout populaire. Ce ne sera pas une promenade de santé sur le plan politique pour Vladimir Poutine, parce que il y a un sentiment, il y a une ferveur patriotique très, très, très vive en Russie. Mais les Ukrainiens, c'est le peuple vraiment frère. Vous savez, vous pouvez prendre la liste des généraux d'armée russes. Vous découvrez que la plupart ont un père, une mère, un ascendant ukrainien, de la même manière d'ailleurs que tous les secrétaires généraux du Parti communiste depuis Staline. Donc il y a à la fois cette union et puis il y a une détestation de la guerre. La propagande pacifiste finalement soviétique avait façonné dans les esprits cet amour de la paix. Et de la même manière qu'il y a eu beaucoup de révoltes quand la guerre en Afghanistan s'est enlisée, il y a eu les mères de soldats qui se sont mobilisés, il y a eu les vétérans, etc. Là, ça prendra pas 10 ans, ça va être très rapide pour que ce mouvement soit impopulaire. Il était frappant de voir que un nationaliste comme Navalny a immédiatement dénoncé la guerre en disant c'était une façon pour Poutine de détourner l'attention des problèmes intérieurs. Alors qu'il était pour l'annexion du Donbass. Oui, exactement. Et puis on voit l'histoire aujourd'hui, le Donbass, 14 000 morts. Ouais. 14 000 morts, assez rapidement. C'est-à-dire que l'armée russe les petits hommes verts ont été très brutaux, ça a été violent quand même. Là, ils font un étalage de leurs moyens, des frappes chirurgicales dont ils sont très fiers. Moi, contrairement à Frédéric Ancel, je ne suis pas du tout convaincu qu'il n'aille pas jusqu'à Kiev pour une raison simple, c'est que la nuit dernière, le président Poutine a expliqué qu'il voulait traîner en justice et faire rendre des comptes à tous ceux qui ont fait couler du sang des russophiles et
là encore, c'était une espèce de façon de rappeler de manière subliminale ou inconsciente ce qui s'est passé au Kosovo. On est allé chercher Milosevic et les autres pour les amener au CPI. Et il avait l'intention de le faire. Ce qui laisse penser quand même que la dénazification dont il parle, ça va être de prendre les gens à la gorge, et on comprend que la population soit apeurée, que les gens aient peur, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, parce que l'État étant... Il y a un collapse général des services publics, de l'État, comme à chaque fois qu'il y a une guerre. C'est-à-dire confusion et impossibilité de se projeter. Le château de cartes. Frédéric Ancel et après Joseph Massescaron. Ça, pouvoir s'emparer de la télévision et de la radio et du QG présidentiel à Kiev, ça sera pas très très compliqué, parce que l'armée ukrainienne n'est pas très forte. Après, occuper un territoire aussi vaste que l'Ukraine, aussi peuplé que l'Ukraine, aussi peuplé de gens qui manifestement ont développé une conscience nationale ces dernières années, aidés d'ailleurs par le camarade Poutine. Alors, pour le coup, là, je pense que c'est incontestable. Ça sera une autre paire de manches. Et effectivement, faire revenir une guerre sans doute, oui, impopulaire, notamment parce qu'il n'y avait pas de la perception de risque de la part de l'Ukraine. Enfin, il n'y a pas un Russe qui croirait que l'Ukraine voulait attaquer. Est en train de créer sa propre force nucléaire, parce que c'est quand même l'accusation qui a été proférée par Poutine, qui est complètement... Enfin, est on voit qu'il est quand même dans un univers de bande dessinée, quoi. Personne ne peut croire une seconde à ce qu'il raconte. Je crois qu'en tout cas, certainement très très peu de Russes accorderont foi à ce genre d'ânerie. Donc là, effectivement, cette perception, elle est aujourd'hui assez défavorable, sans doute, à cette guerre. Elle le serait infiniment plus avec l'arrivée sur des aérodromes militaires de cercueils surplombés de drapeaux russes avec des soldats dedans. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est. Alors, ça peut commencer. S'il y a occupation durable, ça va commencer à venir. Et là, du coup, on a quelque chose de très intéressant. Je suis juste avec ça. Ce qui est très intéressant, c'est que la Russie, mais également la Turquie, dont le président n'est pas le mieux placé tout de même pour critiquer aujourd'hui Monsieur Poutine, parenthèse ouverte et fermée, ce sont des États qui s'ingénient à envoyer des mercenaires. Alors certes, ils les envoient loin, certes, ce sont des mercenaires, évidemment, respectivement turcs et russes, avec Wagner. Ils sont payés respectivement par Ankara et Moscou, non mais d'accord. Mais ils ne sont pas assumés comme des soldats locaux, comme si de part et d'autre, dans ces deux pays, on craignait malgré tout des opinions publiques qui, de part et d'autre, y compris en Turquie, sont défavorables à la guerre. Alors, Joseph Massescaron. Juste un ou deux petits points. Le premier, sur les cercueils, là, Poutine a très bien compris ce qui s'était passé en Afghanistan, et on a l'information selon laquelle il y a des camions qui suivent, des camions qui permettent d'incinérer les corps. Voilà, qui suivent justement. Là, actuellement. Actuellement. Bon, ça c'est le premier. Ça c'est quand même, c'est un point. Le deuxième cynisme total. Le cynisme est total. Le deuxième point. On a vu fleurir des papiers dans la presse. La presse n'est pas moutonnière, mais on a vu fleurir des papiers dans la presse, tout à fait normal, sur évidemment la milice armée russe. Voilà. On n'a jamais vu autant de papiers, pour prendre une comparaison, sur la milice armée américaine qui s'appelle Blackwater, qui est devenue ensuite après Academy, et qui change de nom tous les 4 ans, et qui crée les plus horribles massacres et forfaitures partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit près de la côte somalienne, etc., etc. Ça, vous ne le verrez pas dans la presse. Donc vraiment, ça c'est quand même un élément. Non, je suis désolé, c'est un élément. Maintenant, le deuxième point, j'ai pas terminé, excusez-moi. Le deuxième point, c'est que incontestablement, les Ukrainiens vivent une tragédie. Voilà. Ensuite, après, c'est incontestable. Et il y a aussi une victime qui va être collatérale, que vous avez tous évidemment souligné, c'est le peuple russe. Voilà. Parce qu'il est évident que le peuple russe va retourner dans un long hiver historique si ça continue. Et ça, c'est aussi dramatique. Les sanctions vont appauvrir encore plus le peuple russe. Le peuple russe. Alors, on parlera peut-être aussi de la question des sanctions économiques. Parce que... Joe Biden annonce... nous avons payé cher les sanctions économiques. Annonce des sanctions dévastatrices contre la Russie. Oui, mais... Des sanctions dévastatrices. Faisons attention qu'elles ne soient pas aussi dévastatrices pour l'économie française. Non, mais il y a l'histoire de SWIFT sur les transactions bancaires.
bon, qui est une histoire quand même qui peut se retourner contre nous, c'est-à-dire contre nous l'Occident. C'est-à-dire que la Russie, il ne faut pas la pousser trop non plus dans les bras de la Chine. Et la Chine va être très accueillante, là, évidemment. Et on l'a vu ces derniers temps en Afrique, il se passe quand même des choses entre eux. Et pour répondre à ce que disait Joseph sur le groupe Wagner, parce que, évidemment, les Américains ont ça, Erdogan utilise ces djihadistes, c'est parce que faut dire le mot, ces mercenaires, ce sont des Wagner, djihadistes. c'est les Russes. Oui, c'est ça. Wagner, ce sont les Russes, groupe Wagner. Bon, et je veux dire, le sujet, c'est pas vraiment ça. L'histoire de l'Amérique, moi, d'abord, ça se passe en Europe, et je pense que l'Amérique, il faut l'oublier. Biden a fait énormément d'erreurs en disant ça va être la catastrophe et de toute façon je n'interviendrai pas. Enfin, tout ce discours. Je pense que l'Amérique, il faut l'oublier. Je pense que là, on est en Europe. Il faut peut-être oublier l'OTAN aussi à terme, on voit très bien avec tous les problèmes qu'il y a. On est en Europe, et je pense que c'est le moment où jamais... Oublier l'OTAN ? Non, attendez. Bah oui, bien sûr. Bah, on voit l'efficacité de l'OTAN, je suis désolé, entre Erdogan, allez en parler etc. aux Pays-Baltes, oui, d'accord, les Pays-Baltes, je comprends très bien. Mais attendez, justement pour les Pays-Baltes... Oui. Il y a, comment dire, il faut qu'on pense nous-mêmes, nous, Européens, à notre propre défense. Et ce qui se passe là est un séisme et il faut en tirer les conséquences. Tous les Européens n'en veulent pas de cette Europe-là que vous décrivez. Il faut une défense européenne parce qu'il y aurait une défense européenne. Vous savez très bien que les choses ne se passeraient pas de la même façon. Et d'abord, il y aurait pu avoir un dialogue. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des armées derrière. La diplomatie, je suis désolé, et Vincent Hervouet sera d'accord avec moi, pour qu'il y ait de la diplomatie, il faut qu'il y ait des militaires derrière. Une information, France, la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. C'est ce qu'annonce la présidence ukrainienne. Centrale Tchernobyl, voilà. C'est après ce qu'ils ont fait. Alors là, je veux dire que oui, c'est ce qu'on appelle de l'humour. Oui, c'est pas de l'humour parce qu'il y a eu des combats. Il y a eu des combats très féroces. C'est le seul endroit dont on sache qu'il y a eu des combats durs. Bien sûr, sur l'Europe puissance là-dessus, je suis d'accord. Je pense que le défi, c'est très précisément celui de l'Europe. Et je dois dire que la diplomatie française, de ce point de vue-là, est à honorer ces dernières années. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, d'abord, Emmanuel Macron est le seul chef d'État ou de gouvernement occidental à avoir tenté. Il n'a pas réussi, mais il a tenté à 3 reprises alors je sais pas comment l'appeler, de pondérer ou de calmer Poutine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en faisant cela, il a assumé le fait que la France est encore aujourd'hui, et plus que jamais depuis le Brexit, la première puissance militaire européenne et la première puissance stratégique de l'OTAN sur le continent européen. A fortiori, avec la présidence tournante, si Emmanuel Macron n'avait pas tenté un maximum d'efforts, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On se serait moqué. Et je dois dire que de ce point de vue-là, elle est faible. C'est la raison. Elle est tellement faible qu'en Hongrie, on se rend compte qu'on va avoir des problèmes avec les munitions comme on a eu avec les masques. C'est la raison pour laquelle. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle. Mais c'est la raison pour laquelle il faut, me semble-t-il, poursuivre dans la coopération et dans la mutualisation. Pardon, je voudrais vous surprendre peut-être d'une phrase. Dans la mutualisation avec les Britanniques. Pourquoi je vous parle des Britanniques ? Parce que en décembre 98, Blair et Chirac lançaient le processus de Saint-Malo. C'était un rapprochement technique militaire. Ça a été interrompu avec l'Irak parce qu'on ne s'est pas entendu en 2002-2003. Très bien. On a repris avec le processus qui s'appelle Lancaster House. Et quoi qu'on en pense, et quelles que soient les aberrations de M. Johnson, ça continue plus que jamais. Comme si les Britanniques, et notamment les militaires, se rendaient bien compte des mensonges de Johnson et du fait qu'ils allaient se retrouver tout seuls et que les Américains, de toute façon, n'entretenaient plus une relation spéciale avec Londres et qui ne pourraient pas fusionner avec le Canada et l'Australie, qui étaient des mythes et des fantasmes johnsoniens. Et du coup, la France et le Royaume-Uni, pas tout de suite, j'en conviens, dans les prochaines années, pourraient constituer, indépendamment de l'Union européenne au sens économique original du terme, un noyau stratégique autour duquel un certain nombre d'États européens pourraient se fédérer. Je dis bien que c'est une hypothèse. Maintenant, si on n'y va pas, on sera... Il faut aller vite. C'est-à-dire maintenant, sous la pression, il faut le faire vite. Absolument. Et sinon, dans 2-3 ans, vous savez très bien que ce sera fini. Alors, c'est une hypothèse. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est assez peu crédible, je le reconnais humblement. Maintenant, si on n'y va pas, on restera faible face à des puissances de nature différente, mais de plus en plus importantes et en tout cas de plus en plus voraces. La Russie, la Chine, peut-être même les États-Unis, ça peut faire parfaitement partie d'un débat, l'impérialisme américain ou d'autres puissances. Il faut une Europe puissance. Un dernier mot, François-Olivier Gisbert, avant la présentation. Là, je crois que c'est ça qui a été dit. On est dans une situation charnière. On est dans une situation charnière et on ne sait pas ce qui va se passer. On pressent un bain de sang, on n'en est pas sûr. Et le sujet, c'est aussi nous, parce qu'on a été tellement mauvais dans cette phase-là,
tellement lamentable. On avait des excuses, puisque nous n'avions pas de bâton, pas d'armes, rien. Mais nous avons été tellement mauvais, je crois qu'il faut en tirer les conséquences et penser qu'on ne pourra jamais dialoguer avec Poutine, Poutine étant ce qu'il est, mais la plupart des dirigeants de ce monde étant ce qu'ils sont, si derrière, il n'y a pas une défense, s'il n'y a pas derrière une Europe puissance. Alors, Vincent Herouet, dernier mot. On peut penser comme on rêve et raisonner comme on gémit. La vérité, c'est que les Français et les Allemands ont proposé aux Européens, il y a un an de cela, de discuter d'un dialogue stratégique avec la Russie et que les 25 autres nous ont rayonné et ont enterré ce projet. On peut espérer qu'avec les Britanniques, on arrive à coopérer. Je vous rappelle quand même que l'été dernier, au mois d'août dernier, ils nous ont profondément humiliés en nous piquant le contrat avec les Australiens. Absolument. Sans nous en dire un mot. On a des alliés qui sont quand même drôlement douteux dans cette bataille. Joseph Massescaron, votre conclusion en un mot. En un mot, il y a une vieille règle dans les relations internationales, c'est qu'il faut toujours dialoguer avec ses ennemis. Bah oui. Il faut continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. Oui, mais... Il faut aller le voir au Kremlin. Parler à tout le monde, vous savez tout. Pas de tout. Pour contredire et pour paraphraser le grand Pierre Desproges, on peut parler. François Hollande a dit quelque chose de très juste à propos de Poutine. Il a dit il ne comprend que la force. Voilà. Et c'est ça que je crois que nous devons méditer parce que c'est une des bonnes phrases de la semaine. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette édition spéciale sur CNews. Elle se poursuit dans un instant avec Christine Kelly et ses invités. Elle se poursuit également sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur l'antenne d'Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.